Philippe de Villiers, Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. C'est le titre du livre que vous publiez chez Fayard. Des Gaulois réfractaires. Qui sont ces Gaulois réfractaires? On va y venir. Quel est le Nouveau Monde? On va y venir aussi. Mais première question, vous étiez hier sur BFM TV, sur le plateau de Rutel Krief, et vous avez détaillé finalement ce qu'a dit Emmanuel Macron d'Édouard Philippe quand vous lui demandiez mais enfin pourquoi Édouard Philippe ne déconfine pas. Et Emmanuel Macron vous a répondu il gère son risque pénal. Alors déjà la phrase en soi est assez choquante. La question que beaucoup de nos auditeurs et lecteurs se posent et qui vous est d'ailleurs souvent reprochée en fait par les gens venus de la droite, mais quelle est votre relation avec Emmanuel Macron précisément? Finalement, d'où parlez-vous? Alors, il y a le Puy du Fou, la France. Le Puy du Fou, c'est la passion d'une vie. Et Emmanuel Macron a multiplié les attentions depuis qu'il est venu au Puy du Fou. Mais il serait inélégant, voire insultant pour moi, de croire que Emmanuel Macron a voulu, par ses attentions, acheter le silence d'un esprit libre. Donc moi, je lui ai demandé deux choses. De sauver le Puy du Fou, c'est fait. De sauver la France, c'est pas fait. Voilà, c'est tout. Parce que, juste pour finir sur cette petite phrase, il aurait voulu assassiner son Premier ministre. Vous auriez été un parfait missile de croisière sur cette séquence. Non, mais de toute façon, moi, il me parle. Il m'a jamais dit de garder pour moi ce qu'il me dit. Et de toute façon, je considère que le missile de croisière en question, il est arrivé sur le Puy du Fou quand même. Hein. Parce que on a failli mourir. Et le pays est en train de crever, vous voyez. Donc, il faut quand même maintenant établir les responsabilités. Et donc, les Gaulois réfractaires, c'est une expression de lui et d'Emmanuel Macron. Les Gaulois réfractaires, réputés indociles et indisciplinés, sont sortis de leur paroi de craie, où ils étaient devenus des troglodytes, recroquevillés, enfermés, encasernés, embastillés, et ils demandent des comptes sur la débâcle. Et je vais vous dire, quand j'ai décidé d'écrire ce livre, le 13 avril, et le premier averti, mon premier lecteur, c'est Emmanuel Macron. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je vous appelle pour vous inviter à l'enterrement prochain du Puy du Fou. Vous serez derrière le cortège, comme vous êtes un ami du Puy du Fou, on vous fera une place d'honneur. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais on va mourir. On va mourir. Puisqu'on nous parle d'un franchissement de tout l'été, sans ouvrir. Voilà. Et je lui ai dit, vous avez dit tout à l'heure, c'était juste après son intervention, où il a regardé la France dans le fond des yeux, comme dirait Giscard, en disant, il va falloir se réinventer, moi le premier. Je dis, voilà, vous avez dit ça. Il me dit, oui, oui, tout à fait. Je vais écrire pour vous un petit manuel de réinvention, une sorte de trousse d'urgence dont j'espère vous ferez bon usage. Voilà. Donc les relations, elles sont très simples. Quand on parle du Puy du Fou, tout se passe bien. Dès qu'on parle de la France, tout se passe mal. Bon, mais c'est pas pour ça qu'on peut éviter de se parler, non ? Alors justement, ce nouveau monde, les Gaulois réfractaires, on a bien compris effectivement que ça peut être les Gilets jaunes, ça peut être les Français qui ont été impactés par cette crise. Vous faites démarrer cette crise il y a bien longtemps finalement. Vous avez dit qu'Emmanuel Macron était le liquidateur amiable de la France, c'est dans votre livre. Cette entreprise de démolition a démarré il y a bien longtemps en réalité. L'expression liquidateur, ça veut dire que l'entreprise allait mal depuis longtemps. Et en fait, le nouveau monde, c'est quoi ? D'abord, il y a une chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais étudiant en 68, c'était sur la Sorbonne, en peinture dégoulinante. Cours, camarade, l'ancien monde est derrière toi. Et c'était la gestation du nouveau monde, du no border, no limit. Et le nouveau monde, il est né le 10 novembre 1989, après la chute du mur de Berlin. On nous a promis un village global unifié, débarrassé des frontières, des souverainetés des États, de l'autonomie stratégique, de tout ce qui touche aux intérêts vitaux, et avec le primat de l'économique sur le politique, ce qui est une chose inouïe dans l'histoire. Ça veut dire la logique des intérêts privés, ce qu'on appelle les chaînes de valeur globale aujourd'hui, plutôt que la protection régalienne. Et on nous a expliqué que grâce au marché planétaire de masse,
qui serait le régulateur, je cite de mémoire, des tensions humaines et des relations des États déclinants en voie de disparition, eh bien, la main invisible permettrait une interconnexion, une interdépendance avec ce que, je crois, si c'est l'attention, a appelé la religion des flux, qui est le communisme des imbéciles. La société liquide, en fait. Alors voilà, la société liquide, c'est-à-dire dans une société liquide où la paix perpétuelle est assurée par le marché, il n'y a plus besoin de prévoir, il n'y a plus besoin de stocker, il n'y a plus besoin de faire des réserves. On va chercher son paracétamol quand on en a besoin en Chine. Voilà. Et donc en réalité, le village global unifié, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'épidémie. C'est fini, les épidémies, c'est le Moyen-Âge. Il y a un seul virus qui circule. Le virus terrible, la lèpre populiste. Et un jour, j'étais invité à l'Élysée par Emmanuel Macron, et j'arrive et je fais ça. Il me dit, qu'est-ce qui vous prend? Je dis, c'est ma crécelle mentale. Il me dit, pourquoi? Je suis un lépreux. Il avait dit ça 2 jours avant. Je lui dis, je suis lépreux. Il me dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, oui, la lèpre populiste. J'ai la lèpre populiste et je ne me soigne pas. Et je n'ai pas l'intention de me soigner. Ça avait commencé comme ça au moment de l'apéritif. Voilà. Donc en réalité, donc il n'y avait pas de virus, il n'y avait plus d'épidémie, il n'y avait plus de guerre. La mort, on l'évacuait. Surtout la mort de masse. Donc, pourquoi des frontières? Pourquoi la souveraineté? Pourquoi le souverainisme? Le souverainisme, à l'époque, c'était le repli nationaliste. Voilà. Les égoïsmes nationaux. Eh bien, tout s'est effondré. Et le nouveau monde est mort du coronavirus. C'est-à-dire que le village global unifié s'est fracturé. On retrouve les frontières, les souverainetés, les États, l'autonomie stratégique. Et le primat de l'économique sur le politique s'est renversé. Parce que quand la mort revient au village, comme on dit chez moi, quand la maladie fait irruption, quand la pandémie nous submerge, alors on revient aux choses fondamentales, c'est-à-dire au carré magique de la survie, ce qu'on a vu pendant l'épidémie. Le carré magique, premier coin du carré, la frontière. Deuxième coin du carré, la souveraineté. Troisième coin du carré, le local, le circuit court. Et quatrième coin du carré, la famille, qui est la première sécurité sociale dans une société de solidaires solitaires. Voilà. Et en fait, c'est l'ancien monde. Et donc, en fait, le nouveau monde, le monde d'après, le nouveau monde, le jour d'après, la France d'après, il faut la rebâtir sur ces mots-là, qui étaient des mots maudits, qui étaient des mots de paria, qui étaient des mots qui vous valaient l'insulte, l'injure. À quoi pressent-on la victoire intellectuelle de ce qu'on a toujours défendu? Eh bien, je vais vous dire à quoi. C'est quand l'adversaire pille votre lexique. Et quand je vois, quand j'entends Bruno Le Maire, d'une voix goulayante de premier communion, en appeler au souverainisme économique, quand je vois Emmanuel Macron faire son mea culpa et dire il va falloir relocaliser. Ah, relocaliser. Alors que pendant 30 ans, on n'a fait que délocaliser. Alors, je ne veux pas faire un exercice d'auto-éblouissement, hein, comme font la plupart des hommes politiques, mais on avait quand même tout dit, les souverainistes. Moi, je me souviens à Nevers, en 1994, d'une salle bondée, et Jimmy Goldsmith qui dit vous savez, c'est simple, hein, quand on va abolir les frontières sanitaires avec le libre-échangisme mondial, à l'époque c'était avant la création de l'OMC, le traité de Marrakech, ou juste après, je ne me souviens plus, l'Organisation commerciale du monde, avec une inversion de termes. Il disait, voilà, quand il y aura la grippe à New Delhi, on aura la grippe dans le Berry. Alors la salle riait, en fait riait d'un
avec un air de se dire, bon, ils vont un peu loin quand même. Là. Alors justement, comme cette société liquide est en passe de s'effondrer, ce serait le moment pour l'État de reprendre justement ses fonctions régaliennes. Or, ça tombe très mal puisqu'on voit ce qui se passe en France avec l'importation des conflits racialistes américains, un ministre de l'Intérieur qui a sorti quand même deux choses, qui a inventé le principe juridique de soupçon avéré d'une part, et d'autre part a commencé à dire que l'émotionnel primait en fait sur la loi, comme si finalement la dictature de l'instantané, finalement la dictature de cette société liquide supplantait, surpassait le système régalien, l'État, la justice et tous les traités, en somme. En fait, Castaner et Belloubet, Fripounet et Marisette, nous font revivre à la fois l'affaire Leonarda, dans ce qu'elle avait de grotesque, et le roman Soumission de Houellebecq. Ça y est, la génuflexion. Un cocktail terrifiant. Et ce que je dirais sur Castaner, d'une manière un peu directe, parce que le temps n'est plus aux fioritures. Il désavoue l'institution dont il a la garde, premièrement. Donc il tire dans le dos des policiers. Ensuite, il instille le soupçon avéré. C'est un oxymore du troisième type, inventé par En Marche. Le soupçon avéré. C'est-à-dire, en fait, la présomption de culpabilité. C'est une grande première en France. Et enfin, il désarme la police. Il leur interdit l'étranglement, c'est-à-dire qu'il étrangle sa police. C'est lui qui fait l'étranglement. Donc, c'est très grave. Quant à Madame Belloubet, elle s'affranchit d'une loi alimentaire, c'est la non-intervention du garde des Sceaux dans une affaire judiciaire en cours, une affaire personnelle. Et donc là, elle condamne d'avance les gendarmes, qui jusqu'à présent ne sont que témoins assistés, et elle prend parti pour cette famille Traoré bien sous tout rapport. Comme chacun le sait, il suffit de regarder le dossier de plus près pour voir que Assa Traoré est la nouvelle Jeanne d'Arc avec Greta Thunberg. Là, on a vraiment là un couple, le couple de l'avenir pour sauver la planète, vous voyez. Bon. Alors moi, je ne supporte pas tout ça. Et je vais vous dire pourquoi je ne supporte pas tout ça. C'est qu'ils c'est même pas du courage idéologique. C'est la trouille, c'est la pétoche. En fait, En Marche, c'est le gouvernement de la pétoche. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le confinement. En fait, ils ont lu une modélisation de Neil Ferguson de l'Imperial College, repris par l'Institut Pasteur, repris pour le célèbre Delfrécy, le maréchal Delfrécy, auquel un gouvernement qui a peur de son peuple, qui a peur de la première vaguelette, et qui surtout a peur de ceux qui veulent nous détruire, et qui est prêt à collaborer, je dis bien à collaborer, avec ceux qui veulent nous détruire. Parce que, en fait, les militants racialistes, ils veulent en finir avec la France dont Jacques Bainville, le grand historien, disait « c'est mieux qu'une race, c'est une nation ». La France du Puy du Fou, en quelque sorte. La France du Puy du Fou. Et c'est drôle que vous parliez de la France du Puy du Fou, parce que j'ai rencontré par hasard à Europe 1 Laurent Nunez. Elle a passé un sale quart d'heure. Je ne sais pas si ça sortira dans la presse, parce que c'était privé, c'était juste avant son émission avec Sonia Mabrouk. Et je lui dis alors, l'émotion s'affranchit des règles juridiques. Votre ministre a dit, en cas d'émotion, on s'affranchit des règles juridiques. Je suis très content pour le Puy du Fou. Elle me dit, mais pourquoi ? Ben parce que nous, c'est l'émotion, la cinécénie. On a 13 000 personnes tous les soirs, depuis 40 ans. Simplement, on est limité par la règle des 5 000. La règle juridique des 5 000. Alors, vous la faites sauter pour nous, parce que nous, c'est le légendaire français. Alors, sinon, il y a une solution. On fait un spectacle sur la famille Traoré. À ce moment-là, on ouvre la cinécénie. Alors, on a prévu la première cinécénie le 24 juillet. Mais pour l'instant, nos préfets de région, préfets de département ne nous disent pas si on va avoir le droit. Parce qu'il y a la règle des 5 000. Alors, avec Traoré, il y a l'émotion. Avec le Puy du Fou, le légendaire français, il n'y a pas l'émotion. Non, mais ils se foutent de notre gueule. Et en plus, le ministre est prêt à faire la génuflexion. La génuflexion oblique du dévot pressé
devant la déesse Assa Traoré, la déesse de l'antiracisme. Voilà. Alors, moi, j'appelle tous les Français qui nous regarderont, là, à se lever, à se dresser, à dire maintenant, ça suffit. Voyez. Et en fait, moi, je suis sorti de ma tanière, j'en peux plus. Voilà. Parce qu'avec le confinement, déconfinement, quand même, réfléchissons un instant, partout dans la rue, je vois les gens, ils portent des masques. Bon, les Français réfractaires, les Gaulois réfractaires, ils portent les masques. Vous vous rendez compte que ce sont les mêmes qui nous ont interdit de porter des masques quand c'était nécessaire et qui maintenant nous obligent à porter des masques quand ça n'est plus nécessaire. Justement, Philippe de Villiers, ces Gaulois réfractaires qui vont connaître le chômage massif, qui vont connaître la récession. On parle de plus d'1 million de chômeurs supplémentaires. Vous l'avez dit, des règles sanitaires absurdes, des économies qui vont s'effondrer. Comment ces Gaulois réfractaires peuvent changer le pays dans la mesure où ils sont en passe de devenir finalement, on a l'impression, minoritaire en fait dans ce pays-là. On a l'impression que le bon sens justement n'est plus en fait en première ligne. Alors moi, je crois que les Gaulois réfractaires sont dociles, disciplinés, silencieux, mais que ce sont quand même des Gaulois réfractaires. Et que faut pas pousser mémé dans les bégonias. Et donc, ils vont avoir des surprises, les autres. Là, ils sont en train d'introduire le racisme, en fait. C'est ça qu'ils veulent, en fait. Vous voyez, ils sont en train, par mimétisme, par le mimétisme de l'inculture, de vouloir faire de la France une Amérique. Voilà. Et donc, l'idée James Floyd Traoré, c'est l'idée, voilà, c'est la même chose chez nous. Donc, on importe l'histoire des États-Unis, qui n'est pas du tout la même, et les problèmes des États-Unis. Donc, ils sont en train d'introduire le racisme. Donc, ils sont en train de détruire la France. En fait, introduire le racisme pour pouvoir assigner à résidence chaque composante et organiser le communautarisme. Et le reproche que je fais à Emmanuel Macron, c'est vous êtes européiste, vous êtes planté, l'Europe de Bruxelles, c'est un canard sans tête dans la basse-cour, bon. Vous êtes le dernier qui va s'en apercevoir. Bon, c'est pas en faisant voler des milliards d'assignats qu'on va résoudre le problème, parce qu'il y a une double lézarde est-ouest, nord-sud. Vous êtes multiculturaliste, communautariste. Un jour, ça va être ingérable parce qu'il y aura effectivement la partition et vous serez le premier à dire, vous, vos successeurs, bah écoutez, vaut mieux maintenant qu'on fasse des espaces confinés pour les communautés. Ce sera ça. On y est presque, on y arrive. C'est la prochaine étape. Et vous êtes mondialiste. Et un jour, le mondialisme se retournera contre vous. Le mondialisme, ça y est, maintenant, il parle de relocalisation. Le multiculturalisme, on a le communautarisme et la partition demain, c'est-à-dire le séparatisme. Parce que le racisme des mouvements racialistes, c'est le séparatisme. Et enfin, l'européisme, c'est l'idéologie des années 60, 70, d'un super-État fédéral, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il était en fait le cheval de Troie de la gouvernance mondiale. Pour que tout soit possible, pour tout, que tout bascule, il fallait que tout bascule dans la tête des gens et dans le cœur des gens. Moi, quand j'étais en politique, quand je disais souverainiste, les gens disaient oh, le Vendéen, relocalisation. Et donc maintenant, le lexique politico-médiatique est en train de changer et on peut dire des choses. Alors, on a en face de nous des adversaires qui veulent la destruction de la France, mais on est mieux écouté, plus écouté, mieux entendu quand on dit ce que je viens de vous dire. La France, c'est notre mère. On lui doit tout. Nous sommes des débiteurs à vie, pour des générations et des générations de Français qui se sont battus pour notre pays. S'ils voyaient dans quel état on est, s'ils voyaient nos lâchetés, tout ce qu'on accepte, ils se lèveraient à notre place. Ils se lèveraient de leur tombe en disant « vous êtes des lâches ». Et donc, moi, je ne veux pas mourir dans la lâcheté. J'ai pas envie de vivre dans l'hédonisme du retraité de Cincinnatus avec sa charrue. Non, c'est fini, ça. Là, ils vont trop loin.
Et je dis à tous les Français, respectons notre mère, aimons notre mère, la France, c'est notre mère, c'est une chance inouïe que nous avons. Et à ceux qui ne veulent pas respecter leur mère, notre mère, ceux qui ne veulent pas aimer la France, qui dégagent.